Ma présentation va toucher sur une nouvelle mobilisation depuis à peu près un an déjà de notre organisation Larouche, particulièrement le phénomène à Manhattan, où récemment M. Larouche, depuis un an, parlait pour changer le caractère des États-Unis de créer une chorale de 1500 personnes dans la région de Manhattan. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ce projet-là? Parce qu'on parle de politique depuis le début, on voulait commencer avec une performance musicale pour donner un sens que si on veut vraiment changer la politique, il ne s'agit pas de simplement mettre la bonne personne au bon moment, dans le bon siège. Il ne s'agit pas de mentir pendant des années pour qu'un jour vous puissiez arriver au top, puis là, finalement, vous ouvrez votre sac, vous avez des grandes solutions pour tout le monde. C'est pas comme ça qu'on va changer les choses, et c'est pas non plus en disant aux gens ce qu'ils veulent entendre. Ça, vous l'avez déjà vu dans les élections. Vous dites que vous êtes un petit peu en désaccord avec quelque chose, avec un politicien, il va vous sortir un truc pour essayer de vous amadouer. On ne va rien changer comme ça. En fait, c'est la tragédie de la culture actuelle. Récemment, en fait, notre organisation en soi, qui existe déjà depuis plusieurs décennies, on parle en fait de la protection et du développement de la culture classique depuis les débuts. Et comme Mathieu le disait tantôt, quand on parle d'économie ou de politique, il s'agit d'une bataille pour une certaine vision de l'espèce humaine, une certaine conception de ce que représente bien. Ce n'est pas nécessairement une question de gauche-droite ou de projet par-ci, austérité par-là. C'est quelque chose d'autre derrière tout ça. Et Mme Aigazette Larouche disait récemment, elle le disait plusieurs fois, qu'aujourd'hui, on est en fait dans un âge sombre. On appelle aussi un âge des ténèbres, où la folie devient en fait normale. Et les gens tolèrent cette folie-là parce que c'est toléré par la majorité des gens, on la voit partout. On voit des enfants qui sont de plus en plus jeunes tombent dans l'enfer des drogues. Et on dit, ben, c'est normal, il faut être jeune. Donc, on a plein d'excuses comme ça. On faut toujours lâcher son fou, nanana. Et en fait, les gens sont en train de carrément perdre leur esprit. Qui fait que même quand on leur parle du BRICS ou des grands projets, ils vous regardent et disent, c'est pas le but. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? J'ai pas le temps, j'ai un party. J'ai pas le temps, j'ai un souper. Ils ont plein d'excuses comme ça. Donc, il s'agit en fait à Manhattan, où Larouche dit, OK, le nouveau centre du mouvement Larouche se situe à Manhattan. En fait, un endroit important parce que quand on parle de Manhattan ou de New York en général, en fait, on parle d'une grande tradition américaine pour le développement de l'espèce humaine. Oui, donc en fait, ce qui se passe à Manhattan, d'écrire un peu, on a, déjà depuis plusieurs mois, je pense depuis le mois de juin de l'année dernière, on a M. Larouche qui entretient des dialogues avec les gens de la région de Manhattan, à chaque semaine, en fait, si vous voulez venir écouter ces discours-là le samedi soir avec nous à notre bureau, vous êtes les bienvenus, où en fait, M. Larouche discute des grandes idées et en fait de la stratégie à avoir si on veut vraiment gagner la bataille. Donc, les idées que vous avez entendues aujourd'hui sont rediscutées de manière assez approfondie par M. Larouche. Et plus que ça, on a même, pour, je dirais, mettre au diapason l'esprit des gens, avant la présentation, on a un réchauffement musical. Donc, on va mettre au diapason l'esprit des gens. Ça peut sembler un peu ésotérique, mais c'est pas aussi ésotérique que ça. Si vous pensez, mais imaginez qu'avant une présentation politique, je vous fasse jouer du heavy metal. Comme ça, je dis, OK, là, on va parler de Shakespeare, de Platon. Et ça va prendre un bon 30 minutes pour être capable de, OK, je comprends ce que je dis. Je peux faire l'expérience, je ne suggère pas. Mais là, on parle vraiment justement de ramener les gens vers le chant. Le chant, c'est quelque chose de naturel. C'est pas un truc
qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi je chante pas. En fait, c'est une habileté que tout le monde a. Et contrairement aux animaux qui vont faire plusieurs bruits, quand on parle de la musique classique, on parle d'un certain type de composition qui va permettre justement de changer la façon dont on pense. C'est pas juste la musique de complaisante. On écoute le boléro de Ravel ou des chansons comme ça. On peut tomber un peu dans le rêve. Mais si vous écoutez vraiment de la musique classique, il faut s'asseoir et écouter. Il ne faut pas laisser ça dans le background en arrière en faisant la vaisselle. Ça, c'est pas la bonne approche. Donc, depuis environ un an, on a eu une série de concerts que l'organisation, en fait, l'Institut Schiller à New York a donné. On a eu un concert, par exemple, pardon, pas un concert, mais on a eu une conférence sur l'importance de dévoiler la vérité sur le 11 septembre 2001, conférence sur l'exposition d'un rapport de 28 pages sur le rôle des Saoudiens dans la création du 11 septembre 2001, qui était précédée par une performance musicale. Et qui a eu l'effet justement le but c'est en fait c'est un peu de ramener, de sortir les gens de la culture environnante. Une culture souvent qui est très petite, et qui nous fait penser de manière souvent très égocentrique, pour justement amener une discussion beaucoup plus vaste sur l'impérialisme. Comment combattre l'impérialisme, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que le BRICS, qu'est-ce que l'économie physique, dont on a parlé, etc., etc. Un peu plus tard, on a eu un autre concert qui a été donné cette fois-ci après des événements, tout le monde en a entendu parler, je pense, dans les derniers mois. Beaucoup de conflits entre la police et la population afro-américaine aux États-Unis. Il y en a eu dans la région de New York, il y a de ça quelques mois, et il y a eu un jury qui va passer une conclusion, comme quoi des policiers qui avaient abusé d'un jeune afro-américain, en fait, que ce policier-là était acquitté. Donc, vous imaginez l'instabilité sociale par la suite, la frustration. Donc, on a fait un concert, en fait, on a joué le Messie de Handel. En l'espace d'une semaine, on a préparé tout ça pour justement élever, oui, c'est le genre d'événement qui peut créer des tensions qui peuvent durer des années. Hein. Des tensions aux États-Unis où on connaît tous un peu la situation, par exemple, dans le Proche-Orient, où la colère, la frustration, la haine prennent le dessus. Et on n'est plus capable, après ça, de penser à l'avenir ou de formuler quelque politique que ce soit. C'est une politique de la vengeance. Tout le monde, en fait, qui vieillit comme le monde. Ou d'autres types, justement, de conclusions qui vont nous amener encore plus loin dans la débauche intellectuelle et l'instabilité sociale qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, plus récemment, on a eu la création formelle de la chorale de la communauté de New York. Et à la fin du mois de décembre, on a eu la prestation d'un concert, le Messie de Handel, en fait 2 présentations, totalisant, en tout, on a eu 1000 personnes qui sont venues voir le concert. Et à ce moment-là, M. Larouche a dit, on vient de changer le caractère des États-Unis avec ces prestations-là. Comme on va le voir tantôt, la musique, il ne s'agit pas simplement de notes. Une note qu'on met dans un ordre précis. Il faut répéter chaque note pour quelque chose de beaucoup plus subjectif dans tout ça. Un autre point que j'ai discuté tantôt, mais je vais l'amener tout de suite, c'est que aussi, il ne s'agit pas de simplement chanter, mais il s'agit de chanter à un certain diapason, une certaine fréquence. Et ça, c'est pas nous qui avons développé ça, c'est en Italie, avec la technique de chant bel canto. Et Giuseppe Verdi, le grand compositeur d'opéra italien, quand il était sénateur en Italie, il voulait justement faire passer une loi pour garder le diapason scientifique, le scientific tuning, à la note La de 432 Hz.
Aujourd'hui, la plupart des instruments et même les chanteurs doivent chanter à une fréquence qui est plus haute, qui est dommageable pour la voix, et c'est dans le but de créer une espèce d'effet sensuel, d'effet sexy quand vous chantez. Et même que la plupart des instruments aujourd'hui sont créés pour produire un son à une fréquence plus élevée. Et notre organisation avait une pétition dans les années 80. Plusieurs grands chanteurs, dont Luciano Pavarotti, Placido Domingo, ont signé pour baisser, ramener le diapason au La 432. On pourrait en parler longtemps, mais je vous dirais juste que si vous voulez vraiment voir la différence, il faut chanter. Si vous essayez de le chanter, vous allez voir un peu plus pourquoi c'est important. Il ne s'agit pas juste d'une règle biologique, quelque chose comme ça. Donc, ce que je vais faire, je vais devoir le faire rapidement, mais je vais le faire quand même parce que je vais vous parler d'un poète très important. Juste avant, Alexander Hamilton, on parle du projet Manhattan. Monsieur Larouche mentionne toujours la personne que vous voyez à gauche. Alexander Hamilton, qui est sûrement l'une des personnes les plus importantes aux États-Unis dans la bataille pour la Constitution américaine et la bataille pour le développement industriel des États-Unis. Les trois de ses collègues ici, John Jay, Robert Livingston, gouverneur Morris. Son nom, c'est gouverneur, c'est pas sa position, c'est son nom. Donc, des gens, en fait, qui se sont battus, vous voyez, c'est un article qu'on a publié ça très longtemps, pas très longtemps, le 20 avril, je pense, de 2015. Donc, la bataille à Manhattan pour la liberté, contre le pouvoir esclavagiste en Virginie. Donc, un article qui explique, en fait, comment nos quatre amis ici se sont battus dès le début de la bataille pour la Constitution américaine contre le concept d'esclave et le concept, en fait, de l'être humain. Donc, on entend beaucoup de gens qui vont dire « Oui, mais les États-Unis, ça n'a pas vraiment rien changé, il y a toujours eu des esclaves, etc. » Mais le fait est que la bataille a toujours été là depuis les débuts. Au début, c'était la bataille pour la Constitution américaine, c'était pour une conception de l'être humain. Évidemment, la bataille a duré très longtemps et la bataille n'est toujours pas finie. Cependant, ces gens-là ont mis les bases pour en fait permettre aux États-Unis de graduellement se sortir, pas simplement du système impérial, mais aussi sortir de la crise économique et de créer un système, justement, le système économique américain qui a fait créer les États-Unis, la force industrielle américaine, dès les débuts, des États-Unis. Quand on parle de New York, pourquoi l'importance de New York et de Manhattan? C'est à cause justement de cette tradition à New York, en fait, de penseurs. On parle aussi de Franklin Roosevelt, qui était l'ancien gouverneur de New York avant d'être président, qui lui aussi travaillait dans ce sens-là. Il a en fait redécouvert les écrits de Hamilton sur l'économie et qui l'a mis dans l'application avec son immobilier. Donc, Frédéric Schiller, un poète, peut-être, si vous le connaissez, vous avez sûrement entendu parler, un poète qui est mort en 1805, il était actif, je crois qu'il est mort dans la quarantaine, il était très jeune. Donc, il était très actif, c'est un poète qu'on appelle le poète de la liberté, quelqu'un qui a beaucoup écrit sur ce sujet-là. Et Frédéric Schiller a écrit sur quelque chose de très important. Il a écrit plusieurs lettres en 1794 sur le concept de l'éducation esthétique de l'homme. Donc, en fait, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on va pas simplement changer les masses, les gens qu'on rencontre, mais comment on va les ennoblir. Comment on va les rendre des meilleures personnes. Parce que, comme à l'époque, je parle du 18e siècle, on est quand même à une époque où il y a eu un certain développement philosophique, un certain développement scientifique. Cependant, les gens réagissent toujours de manière bestiale. Mais qu'est-ce qui se passe? Par exemple, à l'époque, l'Europe, et M. Schiller avait été déçu par la Révolution française, qui avait en fait mené un courant
de violence qui a été remplacé par la suite par un système impérial avec Napoléon. Donc, on avait en fait raté un grand moment. L'histoire avait rencontré un petit peuple. Donc, on avait en fait échoué dans notre création d'une république ou d'une nation pour le développement humain. Donc, ça, c'est à l'époque en Europe. Comme on peut le voir aujourd'hui, ce n'est pas les technologies qui manquent. On a même des grandes, on fait quand même certaines percées dans le domaine, de la santé, par exemple, dans le domaine technologique, avec les communications, etc. Cependant, les gens ne semblent pas être ennoblis par ça. Donc, si vous regardez ce que les gens consomment sur Internet, c'est rarement les pages philosophiques. C'est autre chose. Donc, Schiller dit en fait qu'il faut oser être sage. En fait, il parle d'un combat contre l'inertie, l'avachissement et la couardise. Donc, en fait, il dit quelque chose de très important. Il dit pour atteindre l'esprit, il faut passer par le cœur. Donc, on parle ici du développement, on pourrait dire, le développement du sensible, d'améliorer notre capacité à penser et à comprendre le monde dans lequel on vit. Mais aussi, justement, on revient à cette question d'anoblissement. Parce que, comme a dit Schiller, une bataille politique, c'est une bataille politique, c'est pas on n'envoie pas un courriel sur Internet anonyme, puis on dit, mais j'ai essayé de changer le monde, ça n'a pas marché. Ça prend plus que ça, ça prend une bataille au niveau des idées. Et si vous faites comme nous, on peut vous organiser dans la rue, ben c'est difficile parce que les gens à qui vous parlez souvent, on dirait qu'il faut refaire la l'éducation du début, donc ça peut sembler difficile, mais c'est pour ça que la question de l'éducation esthétique devient importante. Et Schiller parle de ce qu'on appelle le bel art, le beautiful art. Et que quand on regarde l'art et la science, en fait, l'art et la science sont des choses qui ne sont pas pratiques en soi, dans le sens où pour faire une belle peinture ou pour faire une grande découverte scientifique, c'est plus que de mettre les A avec les B. Il y a quelque chose qui ça demande une certaine créativité qui meurt dans quand l'art meurt aussi. Schiller dit que, en fait, l'art et la science sont immunisés contre les hommes sans loi. Donc, ils sont immunisés contre l'anarchie ou contre l'oppression. Il dit, on peut enfermer un ennemi de la vérité, we can suppress a friend of truth, mais la vérité va toujours exister. The truth will always be there. Vous pouvez dégrader un artiste, mais l'art reste toujours. You can degrade an artist, but art remains. Je vais lire une citation ici en anglais. On va ajouter à ça. Je vais simplement la paraphraser, que j'ai pas juste ici, pardon. Donc, je vais lire en anglais, je vais lire en français par la suite. Donc, la question se pose, comment est-ce qu'on va, en fait, reconquérir l'âme des gens qui ont été dégradés ou qui ont été dégradés par la culture ou qui sont malheureusement sous-développés à cause de la culture. Donc, Schiller dit, people's taste is purely in their hearts. In vain you will assail their maxims. In vain you will condemn their deeds. But you can try your fashioning hand on their idleness. Drive away lawlessness, frivolity, and brutality from their entertainment, and you will perceptibly banish it from their actions and finally from their character. Where you find them, surround them with noble, great, and ingenious forms. Place the symbols of excellence all around them until reality is overcome by appearance and nature is overcome by art. Donc il dit, rapidement en français,
dit le goût, si on peut dire le sensible, est compris à travers le cœur. Vous pouvez attaquer les habitudes des gens, vous pouvez attaquer leurs actions. Fais pas ça, fais pas ça. Mais ça ne va pas fonctionner. Vous allez faire ça en vain. Il dit, mais vous pouvez quand même travailler sur ces gens-là. Justement, ils ont beaucoup de temps libre. Donc, rejeter ou repousser loin d'eux l'anarchie, la frivolité, la brutalité. Retirer tout ça de leur divertissement. Retirer ça de leur entertainment. Vous allez réussir à bannir de manière imperceptible au début cette brutalité et cette frivolité de leurs actions et ensuite de leur caractère. Quand vous les trouvez, entourez-les de formes, donc de l'art, d'un art noble, grand et ingénieux. Entourez-les de symboles d'excellence jusqu'à ce que leur réalité soit remplacée par l'apparence et la nature soit surpassée par l'art. Donc on parle justement, quand on parle de nature, je peux penser justement à l'environnement qui nous entoure. Si vous êtes dans un environnement qui est oppressant, qui vous opprime, et vous pensez que ça, c'est comme ça que les choses sont, mais évidemment, vous venez de détruire la créativité de cette personne-là et la capacité de cette personne-là à se sortir de ce système-là. Donc, quand l'art passe par-dessus cette réalité-là, cette nature-là, là seulement la personne peut être justement ennobliée et réaliser que, ben oui, finalement, la réalité dans laquelle il vit n'est pas la réalité, la vraie réalité. C'est pour ça que Schiller parle que, en fait, on va au-delà de la réalité et on va dans l'imaginaire. Là, justement, on est capable de créer une nouvelle idée. Quand Mathieu vous a parlé tantôt des nations du BRICS, bien, la route de la soie, on ne vous en parle pas aujourd'hui parce que ça a été fait. On vous dit ça, c'est l'image pour l'avenir. Est-ce que ça va être facile? Non. Est-ce qu'il faut le faire? Oui. Donc, c'est cette idée-là de l'imaginaire qui est capable, en fait, de concevoir le futur. Donc, en fait, c'est de retirer de l'humanité les limites et les imperfections dont elle souffre. Et en fait, on peut justement retirer ces limites et ces imperfections à travers, par exemple, une courte prestation, un peu comme on a voulu faire au début, comme on a fait avec le Messie de Handel à New York. Et c'est à ce moment-là que en fait, les émotions et la raison se joignent ensemble. On n'a pas simplement un monde, certains d'entre vous en ont sûrement déjà entendu parler, on parle des gens qui sont scientifiques, très logiques, qui sont très kantiens, et on a des artistes qui sont partout, ils ne suivent pas de règles. Alors qu'au contraire, l'art et la science vont ensemble. Si vous voulez avoir des êtres humains qui vont... En fait, je fais un commentaire court, mais toute cette idée, par exemple, que l'être humain est une espèce d'ordinateur un peu lent. Quand vous voulez faire des calculs rapides, c'est avec votre ordinateur, vous n'allez pas l'écrire. Donc, si on pense que l'être humain est un peu comme un ordinateur, en fait, un ordinateur, c'est un programme qui est linéaire. C'est le même programme. Et l'être humain est capable de transformer son programme, si on veut, le programme de la société, et de tout renverser, et en fait de créer un meilleur système. Mais pour ce faire, on ne pourrait pas le faire si les gens ne sont pas éduqués, n'ont pas éduqué leurs émotions, autant que leur esprit, la raison, si on veut, la connaissance en soi. Oui, laissez-moi juste montrer. Juste ici. Donc, quand on parle de musique classique, je vais faire un cours. En fait, aux États-Unis, on a eu la tentative, surtout au 19e siècle, au début du 20e siècle, pour en fait créer une espèce de musique classique américaine. Là, vous voyez, vous avez 3 compositeurs, Dvorak,
qui est un compositeur européen. Je pense que c'est la République tchèque, si je ne me trompe pas. Celui à droite, c'est M. Johnson. Et en haut, vous avez le nommé Burley. Donc, ces trois-là qui, à travers différents moments, ont tenté en fait de transformer les spirituals. Donc, celui qu'on a chanté ce matin, le Whole Freedom, qui est un spirituals dont la composition a été transformée par M. Johnson. Donc, en fait, une tentative d'ennoblir la population américaine qui, à un moment en fait, où la population afro-américaine devient un peu le leadership culturel aux États-Unis. Évidemment, ça n'a rien à voir avec le blues, le jazz, ces choses-là. On parle en fait de la culture afro-américaine qui commence avec les spirituals. Vous pouvez faire l'expérience, comparer, vous allez voir qu'il y a quelque chose en fait qui est beaucoup plus humain et universel dans un spirituals que par exemple dans un gospel, dans un blues, où la musique est très... c'est une musique très de base, c'est quelques notes, quelques accords et c'est tout. Alors que là, on parle vraiment de composition visant pas juste à impressionner les gens, en fait, à amener les gens dans un dialogue musical, avec plusieurs voix, par exemple, ténor, soprano, etc. Donc, un dialogue musical qui se fait, un dialogue dans l'esprit, comme un dialogue avec, quand M. Laroche parle à New York, par exemple, ou quand les gens se parlent entre eux, il y a un échange d'idées, même là, dans une composition à plusieurs voix, composition classique, on crée cette espèce de dialogue dans l'esprit. Robert Schumann et Clara Schumann à gauche, des gens qui étaient, Robert Schumann est un compositeur, Clara est une pianiste, qui en fait avaient même à une certaine époque, ils avaient leur propre journal pour la promotion de la culture classique, et qui étaient en fait très déçus, voire irrités, voire exaspérés par les deux personnes à droite, dont Richard Wagner en dessous et Frédéric List en haut. Je n'ai malheureusement pas retrouvé de citation, il y avait des citations assez bonnes de Clara Schumann sur les deux autres. Mais c'est pour vous dire un peu que c'est pas parce que ça date du 19e siècle que c'est classique ou c'est pas une règle temporelle, c'est une règle de composition puis c'est une règle d'intention. Est-ce qu'il y a une tentative d'ennoblir ou vous essayez de distraire ou vous essayez d'impressionner? Regardez-moi mon violon, je joue vite. Je suis un grand violoniste, mais en fait l'intention c'est un peu comme le type avec sa guitare électrique. C'est de créer un effet rapide et ça s'arrête là. Et après le concert, vous avez mal les oreilles, vous vous demandez pourquoi, mais c'est à cause de ça. Donc, des fois, les gens qui sont censés connaître la musique classique, ils vont errer un peu. Si l'orchestre philharmonique royal joue du Pink Floyd, ça ne fait pas de Pink Floyd, une composition classique. Ou les Beatles. Excuse, mais c'est pas ça quand on parle de classique. Et M. Pavarotti, qui, vers la fin de sa carrière, il a le droit de s'amuser un peu. On ne va pas le blâmer trop, mais en fait, si vous avez la chance d'écouter le duo Pavarotti-Bryan Adams, c'est assez drôle. Pour Bryan. You don't want to show a quick clip? Ça ne donne rien. Vous avez déjà entendu Bryan Adams chanter ou Pavarotti, c'est une les deux ensemble. Le point, c'est que quand on parle de musique classique, c'est ça. Le point que je veux faire, c'est qu'il s'agit d'une intention. C'est d'une intention et aussi d'une méthode. C'est-à-dire qu'un Bryan Adams peut essayer de chanter de la musique classique, mais on va devoir travailler sur sa voix beaucoup. Parce que c'est quelqu'un qui a développé une voix pour créer un effet. Un peu la différence, par exemple, de Pavarotti, où on parle de la technique bel canto, du beau chant, qui développe la voix d'une manière un peu ultime. C'est vraiment la voix la plus, pas seulement la plus forte, mais en fait la plus belle qu'on peut avoir. Il y a cette idée de beauté et de puissance en même temps dans le développement de la voix humaine. Alors que vous avez ça, Bryan Adams ou Mariah Carey, où ils
chanteurs pop en général vont créer un effet. Ils vont essayer de vous séduire pendant les 3 minutes et demie qu'ils vont chanter, qu'ils vont danser surtout. Ok, juste regardez le. Quelle heure il est? 4h30 déjà. Regardez, j'avais une autre partie sur le rôle de l'Empire britannique dans la transformation de la culture. Parce que quand on parle de la culture moderne, il ne faut pas seulement parler d'un phénomène social. En fait, il y a des gens en politique, en sciences, en art, qui vont créer des types de chansons, des types d'art, qui visent en fait justement à détruire cet anomalisme de la personne. Par exemple, quand vous avez quelqu'un qui va vous dire oui, la Joconde ou les impressionnistes, pas les impressionnistes, mais mettons les cubistes, les espèces de peintures où on s'amuse à lancer de la gouache. Oui, ça ou la Mona Lisa, ça s'équivaut, c'est une question de goût. Là, vous avez un bon exemple que votre culture ne va pas aller très loin si vous pensez comme ça. Si vous êtes rendu à les deux, si les deux s'équivalent, donc il n'y a plus de standard. Et si vous n'avez pas de standard en art, en général, vous n'aurez pas de standard dans la société. Donc, le rôle qu'on veut faire, le rôle de la musique, c'est vraiment de recruter les gens dans cette nouvelle bataille que le mouvement La Roche a définie. Cette bataille pour l'esprit humain, pour l'anoblissement, si on veut l'anoblissement des esprits et des cœurs de la population, pour trouver la force de se battre. Parce que La Roche dit, en fait, on peut simplement maintenant gagner la grande bataille. Les petites batailles ne seront pas gagnées à moins qu'on ait le Grand Prix. Et c'est là le rôle du projet Manhattan, c'est ce qu'on veut recréer ici à Montréal avec la chorale, avec nos déploiements dans les rues à Montréal, Ottawa surtout, ces deux endroits-là maintenant. Donc, ce qui nous demande, en fait, une conception de l'être humain. Et Schiller, dans ses écrits, qui sont disponibles un peu partout sur Internet, permet en fait ce dialogue vraiment à dire comment on va vraiment changer la population. On veut simplement le faire avec une liste de choses, de tâches à suivre. Point A, arrêter la crise économique. Point B, faites des projets. Les gens vont dire, mais c'est ennuyant d'écouter Games of Thrones et faire des gens. Donc, je dirais, juste pour terminer, on va prendre des questions pour les autres panélistes aussi. Je vous inviterai tout le monde ici à joindre notre chorale. On pratique la chorale le samedi, le dimanche et les soirs dans la semaine. On a toujours des gens qui sont présents. Et aussi de se joindre à nous tantôt vers 18h où on va aller au parc de Square Phillips devant la baie pour faire un déploiement musical avec des discours, des bannières, des tracts. C'est quelque chose qu'on veut aussi commencer de manière constante. Donc je terminerai ma présentation là-dessus. Si y a des questions. I mentioned a bit earlier, maybe this is a reintroduction, but looking at the influence of the current culture while we're here, certain maybe influential. Oui, c'est le bout que j'ai sauté. Okay. Mais. Jean, c'est continué jusqu'à 5 heures. C'est pas. C'est ça, il y a des questions, puis des questions plus générales que les autres panélistes, sur les sujets qui ont été amenés avant. Mais juste pour dire rapidement, le problème aujourd'hui, c'est que pour beaucoup de gens, la seule base culturelle qu'ils ont, c'est celle qu'ils ont à la télé, avec MTV et la musique sur la radio. Donc quand on leur parle de musique classique, pour eux, c'est juste un autre style. Même pour des compositeurs, même pour des instruments, des musiciens classiques et des chanteurs classiques, ça reste un style. C'est mon style. Mais s'il n'y a pas de standard, on ne peut pas vraiment découvrir qu'est-ce qui est vraiment l'art qui est humain. Parce que si c'est juste de distraire, ben, je veux dire, regardons les choses comme elles sont là, les gens sont distraits par à peu près. Bon, on n'invente rien, on redécouvre, on Exact. Il
faut redécouvrir en fait ce que c'est vraiment la musique pour être capable de donner ça peut-être un état plus haut. Donc, on a les gens ont déjà entendu des chants grégoriens, par exemple. Qu'est-ce que Bach va, par exemple, ajouter à ça? Qu'est-ce qu'il a réussi, en fait, à créer de nouveau avec son clavier bien tempéré ou différentes de ses compositions? Donc, c'est ça un peu le but de la chorale. C'est pas juste de chanter, mais c'est aussi de concevoir qu'est-ce que c'est vraiment la musique, comment ça va vraiment changer les gens. En regardant ça, si Obama resign, mettre qui? S'il resign, c'est quoi? C'est qui va prendre sa place avec, comme on voit la gang de malades qu'il y a là, ça va être pire, non? Resign, ok, c'est non. Mais qui a sa place, c'est quoi? Mais ce dont la je parle. Et une autre chose, tout le monde appelle souvent, j'ai vu, compare Obama à Hitler. Il connaît-tu vraiment Hitler? Pour le comparer à Hitler, c'est exagéré. Pas mal exagéré. Pas du tout. Non. Il y a deux choses là-dedans. Quand on parle des élections. Moi, je suis avec ou pas avec. Non, quand on regarde les élections, on dit on va remplacer quelqu'un. On va remplacer Harper. Quand on a eu la vague orange. On a remplacé les corrompus, les libéraux, conservateurs. Et les gens regardent ça et il se passe rien. Donc, on va remplacer Harper. On remplace Harper, les gens ne savent pas trop ce qui se passe encore. Il ne s'agit pas ici de remplacer quelque chose, il s'agit de transformer tout un système. Le fait d'en arriver à ça veut dire, pour en arriver à ça, c'est de changer le système. Quand Larouche parle de la présidence, il parle d'une équipe, pas d'une personne. Il parle d'une équipe qui peut maintenant, malgré leurs problèmes personnels, c'est pas tout le monde qui est d'accord avec tout ce qu'on dit, là. Il y a des gens qui veulent Glass-Steagall, qui sont républicains ou démocrates. Il y a des gens qui veulent parler avec la Russie, arrêter de danger de guerre, qui sont républicains, démocrates ou ni l'un ni l'autre. Donc c'est ces gens-là qui en fait vont devoir faire le travail. Et notre but, c'est pas juste de dire on va remplacer lui, parce qu'on n'aime pas, c'est de créer cette dynamique-là. La question de Hitler, on a écrit beaucoup là-dessus. Pas juste de Hitler, mais de pourquoi Obama, en fait, est une personnalité hitlérienne. Donc, déjà en 2009, déjà c'est tôt, là. Je n'ai pas attendu 4 ans, non, il est vraiment pas bon. Mais, comme c'est le cas dans plusieurs sections de l'histoire humaine, en fait, les dirigeants sont choisis pour leur folie. Obama, on a écrit beaucoup, on a parlé beaucoup du narcissisme, le narcissisme pathologique d'Obama. On parle de Néron, Hitler, qui était aussi un narcissiste. Parce que, écoutez, si vous voulez faire une guerre nucléaire, là, vous ne trouverez pas grand monde qui vont faire une guerre nucléaire en leur donnant de l'argent. Ils donnent 100 millions de dollars, on fait une guerre nucléaire. C'est du fou. Donc, il y a un certain aspect de folie à tout ça. Hitler était fou pour faire ce qu'il a fait. Napoléon, Néron, Caligula, il y a une espèce de folie. Quand Larouche dit, par exemple, que Obama est pire que Bush, il dit non. En termes de fait, c'est la même dynamique. Mais là, on a un gars qui a vraiment pété sa coche. Bush était vraiment un imbécile. Le problème d'alcool, le problème de drogue, mais c'est un imbécile. Dick Cheney, lui, c'était un sauvage. C'est pour ça qu'à l'époque, on disait destituer Dick Cheney et Bush Jr. Puis Larouche semble assez confiant. Il ne dit pas que Joe Biden est le sauveur. Il dit qu'il est confiant qu'il y a une équipe qui peut maintenir la présidence en place. C'est pour ça que maintenant, il dit il faut agir maintenant. Donc, si vous regardez les élections présidentielles, Larouche dit dénoncer Trump le plus possible, il faut que ça devienne un passe-temps mondial d'attaquer Trump. Mais aussi Hillary Clinton, qui est plus ce qu'elle était. Donc, de créer une situation où on crée maintenant, avant les élections, le Glass-Steagall. C'est pour ça que Larouche parlait de Martin O'Malley, parce que Martin O'Malley dit Glass-Steagall maintenant, pas en 2017. Déjà là, c'est une méchante étape comparativement aux autres clowns. Mais O'Malley, il traîne la patte. Là, je ne sais pas si je devrais dire ça. Ou... Larouche dit, arrête, dis-le. Gagne de l'appui, bâtis ta campagne maintenant.
n'essaie pas de trouver d'avoir le bon moment. Là. Lâche pas après New Hampshire, je continue avec la même dévotion pour le Glass-Steagall. Donc, un peu pour la même raison qu'on chante. Pourquoi est-ce qu'on chanterait? Est-ce qu'on ne perd pas du temps qu'on aurait consacré à l'organisation politique? Pour contribuer vers le chef, pour amener le monde à penser. Oui, c'est ça. Si les gens ne passent pas de manière différente, on va toujours avoir un problème dans le gouvernement. Et si on arrive à court-circuiter le problème avant, en fait, de court-circuiter la dynamique impériale ou fasciste, peu importe le terme, là, vous avez une chance de changer le système, sinon, on répète. Madame, au fond. Bonjour tout le monde. Moi, je connais à peu près le mouvement La Rouge, Ouais. c'est ça? Oui. Et j'ai raté la première heure, Ok. donc je ne sais pas de quoi ça va parler. C'est bon, d'après ce que j'ai entendu, les projets pour s'impliquer avec le Brexit et tout ça, ça c'est très intéressant. Et moi, j'aime bien que le Canada participe un peu. On reste pas. On appartient à la Grande-Bretagne, on appartient aux États-Unis. On aime bien être libre, hein, notre propre politique. Par exemple, justement, maintenant, moi, je travaille avec les réfugiés syriens. OK. J'ai vu vraiment et j'ai entendu des choses vraiment impardonnables. C'est vrai, BRICS, c'est bon, la Russie, tout ça, mais j'ai entendu dire aussi que la Russie sont en train de bombarder le peuple syrien. C'est par des Syriens qu'on m'a dit. Pourquoi politiser? Déjà ça. En Égypte, je poursuis toujours ce qui se passe là-bas. Vous avez parlé de la folie, ils encouragent. Oui, effectivement, le général qui a fait le coup contre le président élu Morsi, le Sisi, il est en train de tuer tout le monde, toute personne contre lui emprisonnée. Il viole les enfants, les garçons, les filles, les hommes sont violés. Et pourquoi les Human Rights, Amnesty, je les ai contactés, ils ne peuvent rien faire. Comment ça? Le problème, c'est qu'il y a maintenant, puis Mathieu en a parlé un peu rapidement, écoutez. C'était fou, ça. Le point maintenant, c'est que si on veut connaître la vérité, si on veut connaître en fait, la direction dans laquelle il faut aller, écoutez, pas que je connaisse tous les faits en Égypte. Déjà, même j'ai une vidéo, je ne l'ai pas ramenée avec moi. Netanyahu, ça fait 2 semaines de cela, il dit l'Arabie Saoudite et l'Égypte sont les meilleurs alliés des pays. Oh my God! Regardez, c'est pas encore là. Prenez juste l'exemple de l'équipe. Quand la Rouge parle de l'équipe présidentielle, quand on parle d'une équipe, quand on parle du BRICS, on parle d'une équipe. Tu parlais des différents conseillers. Le président a toujours 2 oreilles. Et le problème, c'est qu'on a affaire, et c'est là la question d'anoblissement, c'est-à-dire que tout pays a une histoire en général assez sale, même le Canada, l'Afrique, on est bon dans ça aussi. Le problème actuel, c'est justement, c'est que, bon, premièrement, les médias, là je ne connais pas tous les faits, mais c'est sûr que les médias, en cachant les BRICS, le concept des BRICS, en s'attaquant à la Russie, la Chine, en indirect, on ne peut pas faire confiance à ça. Le point qu'on essaie de faire maintenant, c'est pas de diviniser les BRICS. Il faut que le Canada, justement, change de trajectoire pour se diriger vers un territoire de l'avenir. Les BRICS dessinent ça. Est-ce qu'il passe plein d'autres choses en même temps? Bien, c'est sûr. Tu sais, les Russes, s'ils vont envahir un endroit, peut-être qu'ils vont le faire. Ils vont le faire dans leur propre intérêt, même si ça choque le temps. Donc, moi, je n'ai pas le contrôle sur tous ces pays-là. Mais le fait est clair, et Mathieu avait une bonne présentation là-dessus, la dynamique est en train d'être créée. Est-ce que moi, je vais me contenter de critiquer ce que Harper a fait pour dire que le Canada va aller nulle part? Je ne peux pas faire ça. Est-ce qu'il faut que j'endosse le gouvernement canadien à 100%? Ben non. C'est de parler aux gens sérieux. La Rouge a fait ça beaucoup en Russie là, depuis les années 90. Beaucoup de gens dans l'intelligentsia russe qui connaissent la Rouge et qui l'étudient.
Puis il y a des gens aussi, autant ici, qui connaissent Larouche. Il faut poursuivre leur éducation. Il faut vraiment... on parle de changer le système. Donc le système dans lequel on est très crasse et très sale. Il va le rester quand même, malheureusement, pendant un petit bout. Il faut recruter le plus de gens possible à créer cette nouvelle dynamique. Sinon, ça va être encore pire. Ce que vous avez entendu, ça fait 10 fois pire. Justement parce que moi, quand j'ai Juste la crise des réfugiés, c'est déjà assez horrible comme ça. C'était bien, mais quand j'ai entendu par mes propres oreilles des Syriens qui me racontent que la Russie bombarde les Syriens et non pas ISIS. Ben, c'est ça. C'est questionnable quand même. Parce qu'avant, je croyais vraiment BRICS, la Chine, la Russie, vraiment, c'est bien. Non, mais juste parce qu'ils viennent de la Syrie puis ils disent la Russie est en train de faire tel et tel. Regarde, on parle des Canadiens chaque jour qui sont au Canada, mais ils n'ont aucune idée de ce qui se passe au Canada. Fait qu'encore Peut-être un autre exemple, parce que notre équipe en Suède a rencontré des dirigeants du gouvernement syrien pour leur parler d'un projet de reconstruction. On parlait aussi du projet très peu connu qui date de 2004, la vision des 5 maires du président Assad. Depuis 2004, Assad qui fait la promotion d'un projet de développement régional, pas juste de la Syrie, mais de la région en son entièreté. Et justement, nos membres en Suède, on parlait de ces dirigeants syriens, pas parce que les dirigeants syriens étaient des humanistes parfaits, mais parce que ces gens-là ont vu ce qu'on voulait faire et ont trouvé que c'était une bonne idée. Donc, projet d'électrification, chemin de fer et tout ça. Et donc, c'est de poursuivre ce type d'échange-là, ce type d'éducation, de la population et des politiciens. Well, just like you're saying, we have a rich history of things not necessarily working out to the best, or people losing power, or so on and so forth. And it's important to know the history so you know where we went wrong and to learn from the past. But I think the most important thing to take away from today, or at least what I'm taking away, is that there are also examples of positive things that have happened in the past, and to learn from those positive things and to take those positive things and to move and progress into the future. Not just focus on all the negative things that are going on, because if you focus on the negative, you're only going to expand on the negative. You're not going to be looking necessarily for all those positive solutions. Because yes, we have problems, there are lots of problems, but we need solutions. So even before the gentleman just left, but he's talking about who are we going to replace as president. We can replace the president with anybody, but if the population isn't inspired, doesn't have hope to move into the next stage of humanity, then there's really no point. You can just get assassinated, just like Kennedy. So this is, I think, what's more important is the self-organization. Rather than looking for a leader to lead us into a better, we should lead ourselves and take the responsibility onto ourselves to, yes, go and look for the negative things that happen, obviously as a reference, but also look for the positive and to create the positive within yourself. Et vous pouvez prenez juste un exemple rapide, mais quand vous avez un roi ou une reine à l'époque, vous pouvez avoir un roi qui est complètement fou, une personne complètement horrible, et soudainement cette personne-là décide, comme par exemple Louis XIV, considéré comme étant fou, pas mal, et a réussi à faire des bonnes politiques pour la France à cause de certains de ses conseillers, dont Jean-Baptiste Colbert. Il y avait plein de guerres complètement ridicules, mais il arrivait à faire des bonnes politiques à un certain moment donné. Et des fois, il y avait des rois encore meilleurs avec Henri IV, qui était vraiment reconnu comme étant une très bonne personne. Mais le point qu'il faut que les gens réalisent ici, c'est qu'il faut vraiment que tout le monde ici et tous les gens que vous connaissez se mettent à agir politiquement de manière sérieuse. Et on va réussir, si on a réussi justement à ennoblir les gens. Réussir à leur donner un sens de la vérité et de la beauté. Sinon on va retomber les gens doivent s'imaginer en fait un bel avenir et comment s'y rendre, sinon on éclate les erreurs. Mais je crois que les gens, je ne sais pas si, j'imagine que les gens qui sont dans la salle ici avec moi, je pense qu'on est fatigués d'entendre, on ne veut plus de guerre, en fait. Oui. On veut un monde meilleur, on veut une paix, puis on veut vivre en paix. Et
on peut faire ça, je pense que ça peut se réaliser dans le monde entier. Ouais. Mais avec les futures générations, il faut changer un paquet de choses. Il faut changer le système qui est corrompu avec les gens qui pensent qu'à eux, qui tiennent des gens en bas comme esclavage, un peu sous hypnose, et que c'est là on se réveille. Je crois qu'avec les jeunes qui poussent en arrière de moi et tout ça, mais je trouve ça fantastique parce qu'ils sont plus réveillés, ils voient plus les choses. Puis je pense que oui, ça va se faire, ça va se passer, mais c'est pas du jour au lendemain. L'Europe, c'est déjà entre-déchiré pour les guerres de religion. Les Français détestaient les Allemands et vice-versa. Les gens ne comprenaient même pas pourquoi ils se tapaient sur la tête. À un certain point, il y a eu des leaders qui ont dit assez, c'est assez. Aujourd'hui, l'Union européenne, c'est de la merde, mais il y a un développement qui s'est fait de l'Europe. Ça démontre le potentiel humain pour arrêter la guerre. Je veux juste dire que je suis très fière d'être chinoise aujourd'hui. C'est la première fois que j'ai entendu le Silk Road. Ouais. Alors, merci de votre campagne rétro. Continuez là. Ouais. Je voulais juste dire que moi, je viens des Philippines. Mon père vient de Chine. Ma mère, son père vient de Chine. Mais sa mère était une Philippine. OK. Puis mon père ne veut pas, il a détesté les Américains. Okay? Ouais. Alors il ne veut pas apprendre d'anglais. OK. Okay? Pour être citoyen de Philippines. Okay. Et il m'a dit toujours, un jour, la Chine va être le leader dans le monde. Ah, OK. Alors aujourd'hui, il va être très fier. Oui, puis ils ont une bonne politique en plus. Mais je veux juste dire une chose, ok? Parce que les Philippines étaient colonisées par l'Espagne depuis 400. Puis après, c'est les Américains qui viennent et ont colonisé depuis 100 ans. Mais les Américains donnent l'éducation, tout ça. Oui. Mais il a aussi colonisé les Philippines par le peuple philippin, par les gens philippins. Oui. Alors ça, c'est moins indirect. Oui. Pas directement les Américains qui sont les oligarques des Philippines. Alors il a baissé l'économie, il a volé tout ce qu'il peut voler. Alors les Philippines viennent très fort. Alors maintenant, aujourd'hui, vous voyez tous les professionnels femmes philippines qui viennent ici travailler comme les domestiques et tout ça. Ça, je dire. Mais maintenant, c'est la Chine qui est le prochain oligarque aux Philippines. Et parce que la Chine est plus proche aux Philippines que les Américains. Maintenant, par exemple, je vous donne un exemple. Il y a une petite île, parce que les Philippines compris les 7000 îles, ok? Alors, les Chinois, ils, how do you say, bribe? Des pots de vin, des pots de vin. Ils bribe la maire d'une petite île. Il a des bombes et a mountain of uranium. Il a brûlé ça, mais sur le bateau chinois, il est tout Il y a beaucoup de batailles de territoire dans la région de la mer de Chine. Alors ça, puis les 10 les plus riches hommes en Philippines, tous sont les Chinois aussi. Mais le point important pour un pays comme les Philippines ou les petits pays, parce que la Philippine maintenant, les Philippines, ils ont un choix à faire. Soit ils vont laisser Obama amener ses troupes dans les bases philippines. Et là, la Cour suprême des Philippines, ils ont jugé que le président Aquino peut faire ce qu'il veut. Il peut quitter les troupes américaines. Et le Sénat philippino était contre. Vous avez vu ça, mais le Sénat disait vous ne pouvez pas amener les troupes, il faut passer par le gouvernement, le Congrès, le Sénat. Et là, la Cour suprême a dit le président Aquino peut agir avec son pouvoir exécutif et inviter n'importe qui dans les bases militaires des Philippines. Donc là, les Philippines sont utilisées pour faire une guerre nucléaire contre la Chine. C'est sûr que les Philippines vont être effacées de la carte très rapidement.
Donc, et ça nous en fait, il y a eu le même genre de discussion à l'époque de la guerre en Grèce, la guerre du Péloponnèse, donc moins 300 avant Jésus-Christ, où il y avait des nations qui voulaient rester neutres. On dit non, merci monsieur Athènes, on ne va pas se battre avec vous, on ne veut pas avoir de bataille. Bon, les Athéniens disaient, je te conseille de venir nous joindre parce que tu ne vas pas vivre longtemps sinon. Ça, c'est la dynamique de guerre, de guerres impériales. Donc, c'est pour ça que la question du BRICS devient plus importante. Parce que les Philippines font partie de la banque d'investissement dont Mathieu parlait, la banque pour les investissements des infrastructures asiatiques. Les Philippines, ils ont ce choix-là. Soit on va vers le développement, ou on se fait détruire avec le reste du monde, une guerre nucléaire. Et ça, c'est pas le genre de question facile à mettre dans la tête de quelqu'un. C'est des grands sujets. Il semble que les Philippines, tellement, n'a pas de choix. Parce que. Elle a un choix, mais si elle agit toute seule, les Philippines, c'est un petit pays. Vous voyez, les gens devaient écouter. Il y a des Américains avec des bases, des American bases. Mais maintenant, la Chine a créé un petit ville au China Sea qui appartient aux Philippines. Mais elle a pris ça, le China Sea. Je dirais que l'important, c'est que les gens doivent écouter les opéras, et pas juste des extraits. Parce que dans les opéras, les gens se posent des vraies questions. Vous avez l'opéra, par exemple, de la pièce de théâtre Othello ou la pièce Don Carlos en opéra. Il y a vraiment des monologues, un monologue musical sur est-ce que je sauve mon pays ou je ne le sauve pas. C'est vraiment ça. Est-ce que je me sacrifie pour mon pays, pour ma famille, etc. C'est pas I love you, you love me. C'est quelque chose, des sujets très importants qui ne peuvent être adressés qu'avec une musique de ce niveau-là. Quand on voit ça, ben là, on se dit, okay, peut-être qu'il y a des petits problèmes, ou les problèmes régionaux, en fait, ne sont pas les vrais problèmes à adresser, c'est quelque chose de supérieur à Il y a un groupe Salah Rachid qui chante pour la paix internationale. Je peux vous mettre en contact. Il fait de très bonnes choses. Très bonne idée. Oui. Pour la paix. Ce que je dis aussi, c'est que je sais que ça élève les vibrations, la conscience. Je trouve ça magnifique parce que ça amène à un autre niveau. Les gens l'expérimentent encore plus quand c'est eux-mêmes qui chantent. Pas juste écouter, mais quand vous êtes dedans, parce que vous allez voir que quand vous commencez, c'est pas facile non plus. Vous chantez votre partition et l'autre chante sa propre partition, ça se mélange. C'est une expérience. Dave, mais je voulais juste dire, peut-être ça c'est un bon temps de juste inviter tout le monde pour qu'est-ce qui va se passer après, puis ça, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines, durant la prochaine semaine. La salle, il est 5 heures, fait que c'est. Mais c'est approprié de qu'est-ce qui vient juste d'être dit. Moi, j'inviterais tout le monde à se joindre à nous à 18h devant le square Philippe, devant l'abbé. On a une mobilisation là-bas. Et aussi, j'inviterais les gens à passer à la table politique. On a beaucoup de documentation, des abonnés à nos publications. C'est l'argent qu'on ramasse pour des activités politiques. Notre travail, donc, soyez généreux. Plusieurs documents, dont le document que Mathieu a présenté là, sur la nouvelle route de la soie, que vous procurez. Est-ce qu'on peut avoir la conférence sur Internet? Oui, ça va être mis sur Internet. Si on a votre courriel, je vais vous envoyer. Elle avait ça sur son courriel.